Bonjour à tous, nous voici arrivés à une partie d'exercice d'application sur la série de Fourier, à la fois à coefficient réel et à coefficient complexe. Alors, le rappel de l'écriture de la série de Fourier, le signal dimensionné, périodique, de pulsation fondamentale oméga 0, peut être écrit comme une somme, d'abord d'un terme à 0 sur 2, qui correspond à la valeur moyenne du signal sur une période, plus une somme de n égale 1 à l'infini, n entier, de coefficients fois des fonctions trigonométriques d'argument n oméga 0 t. Pour ce qui est de la définition de la série de Fourier complexe, c'est un coefficient Cn complexe fois une exponentielle de in oméga 0 t, et c'est la somme porte de moins l'infini à plus l'infini, donc n est entier, négatif ou positif, négatif et positif, dans cette somme. A priori, pour reconstituer correctement le signal, c'est ce qu'on verra dans les applications à la fin, il faut un nombre infini de termes. Sinon, on déforme légèrement le signal. Et ce sera l'application suivante de modèle des appareils de mesure et des limites qu'ont les appareils de mesure pour mesurer des signaux dépendant du temps. Le signal est donc écrit à partir d'une expression, ici, pour la série de Fourier complexe, de l'exponentielle de n oméga 0 t. Rappelons que l'argument de l'exponentielle est donc imaginaire pur, puisque n est entier, oméga 0 et t sont des réels, a priori. Donc, l'exponentielle est une exponentielle d'un imaginaire pur. Alors, évidemment, il est utile d'aller regarder à nouveau, si c'est utile et nécessaire, le cours sur les nombres complexes, parce qu'ici, le lien entre les exponentielles d'un argument imaginaire et les fonctions cosinus et sinus est contenu dans des formules de type formule de Euler qui peuvent vous aider dans la suite de ce cours et ont pu vous aider précédemment pour la démonstration de l'égalité finalement entre ces deux expressions, l'une réel en ANBN et l'autre complexe en CN exponentielle de IN oméga 0 t. Bien sûr, le signal reste réel pour qu'on ait cette égalité. Alors maintenant, les CN peuvent être calculés directement si on connaît la définition analytique du signal S de t. Cette intégrale est toujours sur une période, donc C peut être pris égal à 0 ou moins t sur 2, en particulier si S de t est plutôt une fonction paire, ce sera plus efficace, ça dépend de la façon dont la fonction S de t est définie sur une période. On choisira une valeur de C la plus pratique pour calculer l'intégrale. Et puis donc il ne faut pas se faire peur d'avoir une exponentielle de moins i n oméga 0 t dans cette intégrale, puisqu'on utilisera les mêmes propriétés de primitives, etc., des fonctions, y compris de cet argument imaginaire pur. Donc il n'y aura pas de souci. Et puis, dans le cours précédent, je vous avais demandé, donc là c'était les formules d'Euler qui permettaient d'écrire ce genre de choses, de trouver les liens entre les coefficients de la série de Fourier complexe et les coefficients de la série de Fourier réelle. Alors voici la solution. L'équation 3 vous donne les C indices n positifs, puisqu'on sait qu'ils peuvent être positifs ou négatifs. Donc les C indices n positifs sont donnés par AN moins IBN au tout sur 2. Le coefficient C0, c'est la valeur moyenne, comme on l'avait vu, c'est-à-dire à 0 sur 2. Les deux termes se correspondent. Et puis pour les valeurs d'indices négatifs, eh bien, elles se déduisent aussi des AN-BN, mais là, repris avec un indice positif, un indice moins n si n est négatif et d'indice positif. Et donc, on obtient C indice n négatif comme étant la demi-somme de A indice moins n et de I fois B indice moins n, I étant toujours l'imaginaire pur, avec I carré égale moins 1. On remarquera la différence de signe entre les indices positifs et négatifs. On a un moins pour les n positifs et on a un plus ici pour les n négatifs. Donc, si on a calculé les coefficients n et bn, eh bien on peut déduire, grâce à ces équations, directement les coefficients Cn sans recalculer l'intégrale ci-dessus.
Par contre, parfois, il peut être plus rapide, plus efficace de ne calculer qu'une seule intégrale, celle des Cn. Et dans ce cas-là, il nous faudra déduire les AN-BN. Donc, comment déduire les AN-BN? C'est d'une certaine façon en inversant ce système d'équations. Les AN sont déduits de 2 fois la partie réelle des C indice N positifs. A0, c'est évidemment 2 fois C0, déduit de cette équation. Et puis les BN sont égaux à moins 2 fois la partie imaginaire de C indice N positif. Maintenant, nous avons 6 équations qui nous permettent de déduire chacun des coefficients d'une écriture de la série de Fourier dans une autre. La transformation est possible dans les deux sens. Et il y a une propriété qui va nous permettre de vérifier nos résultats dans les exercices, en particulier le fait que le signal est bien évidemment un signal mesuré, donc c'est une fonction a priori réelle, dans presque la majorité des cas. Et donc on va considérer une fonction réelle, ce qui implique, et ça on pourrait le démontrer, justement des propriétés de la série de Fourier et des nombres complexes, que ça implique que les C indice moins n sont égaux au complexe conjugué des C indice n, pour tout n entier relatif. Donc ça veut dire que on peut déduire, pour n négatif par exemple, les C donc indice n en fonction des C indice moins n étant positif, en prenant simplement le complexe conjugué. C'est la formule ici qui serait écrite pour n négatif. Et on peut faire exactement la même chose. Donc si on a calculé tous les n positifs, tous les Cn positifs, eh bien on saura déduire tous les C moins n. Si on les a calculés de manière indépendante, on pourra vérifier grâce à cette équation que notre résultat n'est pas trop fou. Premier exercice, un signal de tension, donc il va falloir évidemment calculer le spectre de Fourier, c'est-à-dire les coefficients de la série de Fourier réelle et complexe. Le signal est dimensionné en volt, U0 porte l'unité, et on a deux termes utilisant des fonctions trigonométriques, le sinus d'une somme d'angles, comme on l'a déjà vu dans les premiers exercices, puis le produit de deux cosinus. Évidemment, il faut procéder ici par identification pour ne pas avoir des calculs trop compliqués d'intégrale, c'est le plus simple. Et donc, pour ce faire, il faut linéariser. De toute façon, il faudrait linéariser même si on calculait les intégrales. C'est la méthode de calcul classique. Donc il faut utiliser les formules de trigonométrie, sinus de A plus B, cosinus A fois cosinus B, qui vont nous permettre d'obtenir une forme linéarisée, c'est-à-dire faisant apparaître dans l'argument des fonctions sinus et cosinus une expression simplement faisant intervenir un produit d'une pulsation par un temps, et multiplié éventuellement par un entier. Donc voilà l'écriture, après application directe des formules trigonométriques de cette tension, U de t. Donc on a un premier terme en sinus de pi nu t, avec un coefficient cosinus pi sur 4, un deuxième terme en cosinus de pi nu t avec un coefficient sinus pi sur 4, et puis une demi-somme de deux cosinus, dont les arguments sont la différence des arguments initiaux ici présents dans le produit de cosinus, et la somme. 10 plus 9,5, ça fait bien 19,5. Bien, mais nous ne sommes pas encore au bout. Nous n'avons pas la possibilité d'identifier directement les coefficients de la série de Fourier ici. Il nous faut d'abord définir, trouver la fréquence fondamentale. Alors pour trouver la fréquence fondamentale, il faut trouver la plus petite fréquence présente dans le signal. Donc elle est ici, c'est le terme en cosinus là qui correspond à la plus petite fréquence. Et puis on pourra tout de suite remarquer que toutes les autres fréquences sont multiples de cette fréquence. Alors par contre, pour trouver nu0, il faut l'écrire correctement, c'est-à-dire qu'on doit avoir un terme en 2pi nu0t. Donc il faut que le 2pi nu0t soit égal à 0,5, donc un demi de pi nu t, et donc déduire nu0. Nu0 sera évidemment donc égal ici à nu sur 4. Donc avec ce nu0, que l'on peut faire apparaître partout maintenant, donc il faut faire apparaître nu sur 4, en faisant apparaître le coefficient 4 et en divisant par 4, à chaque fois qu'on trouve nu, et donc ça nous donne en fait
explicitement nu sur 4 qu'on remplacera par nu 0, et donc les coefficients 4 apparaissent ici, là, ici on a bien 2pi nu 0t, c'est ce qu'on cherchait pour faire apparaître le fondamental, et puis ici on a 19,5 qui va se transformer en 39 fois 2 pi nu 0. Les équations plus bas vous permettent éventuellement, si cela vous pose un problème, de recalculer, de refaire apparaître nu 0 et donc de trouver l'entier qui va être multiple de 2pi nu 0t, qui va nous donner donc l'ordre de l'harmonique. Comme c'est une fonction cosinus, on aura un A39 qui sera non nul. Donc ici, l'idée c'est de pouvoir faire apparaître 2pi dans un premier temps, puis ensuite quand on a 2pi, on fait aussi apparaître nu sur 4 qui est la fréquence fondamentale, en multipliant par 4, en divisant par 4 le nu précédent. Hein. Et puis ensuite on factorise, donc on laisse le 2pi, et par contre on multiplie le 4 par 9,75 pour faire apparaître un terme en 2pi nu 0 fois un entier. C'est pour ça qu'on trouve le 39. C'est une façon éventuellement de faire le calcul. Ça, il faut savoir faire. Et puis donc, une fois qu'on a maintenant écrit à partir de la fréquence fondamentale un développement en série linéaire en fonction cosinus et sinus, eh bien on peut faire par identification, procéder par identification avec la série de Fourier, l'écriture de la série de Fourier que nous avons rappelé au début, et puis donc trouver les coefficients. Premier coefficient A1 égale à U0 sur 2, n'oublions pas que U0 est coefficient facteur de tout, et donc le nu0 c'est nu sur 4. On a aussi un terme A4, le coefficient c'est sinus pi sur 4 fois U0. On a un coefficient de sinus 4 fois de pi nu 0t, donc ça correspondra à B4, qui sera égal à U0 fois cosinus pi sur 4. Et puis on a le dernier terme, le quatrième, qui correspond à U0 sur 2 fois cosinus de 39 fois 2 pi nu 0t, donc c'est-à-dire ici c'est A39, qui est le coefficient de la série de Fourier, donc qui est égal en fait à U0 sur 2. Et bien évidemment, chacun de ces coefficients est en volts. La dimension d'unité de chacun de ces coefficients est identique à celle du signal. Ça peut se voir dans la définition intégrale des coefficients, si vous voulez y revenir. Et puis bien sûr, puisqu'on a les formules qui nous permettent d'obtenir à partir de ces coefficients de la série de Fourier réelle les coefficients de la série de Fourier complexe, eh bien on peut déduire les coefficients de la série de Fourier complexe et puis vérifier aussi que chaque fois qu'on a un C indice n positif, on aura le pendant en C indice n négatif. Donc ici, si on a C1, on aura du C moins 1 qui seront a priori égaux à la demi-somme que nous avions écrite au-dessus, ou la demi-différence de ces termes. Donc on les remplace et on obtient ces valeurs-là. Et puis on vérifie rapidement que ici, en rouge, on a bien un conjugué, une relation de conjugaison entre C4 et C-4. Donc voilà les coefficients de la série de Fourier complexe. On a donc C-39 dans l'ordre de croissance, C-4, C-1, C1, C4 et C39, qui sont les seuls coefficients non nuls de la série de Fourier complexe. Et puis c'est intéressant de voir comment, dans cet exercice, dans cet exemple, le signal peut être reconstruit à partir de la série de Fourier. Alors on va additionner au fur et à mesure chacun des termes. D'abord, le fondamental. Le fondamental qui correspond à la sinusoïde qui va porter finalement le signal. On voit ici quelle est la forme globale du signal moyen, on pourrait dire. Ici, S de t, ce signal bleu, est le signal initial. Et puis on rajoute l'harmonique 4. Donc l'influence de l'harmonique 4, c'est de faire apparaître cette sinusoïde superposée à cette sinusoïde de base, fondamentale, superposer une sinusoïde, une fonction oscillante aussi, qui passe ici au milieu des oscillations rapides qui vont apparaître à partir du moment où on rajoute l'influence de l'harmonique 39. Donc le terme correspondant à l'harmonique 39 est maintenant rajouté, et puis on voit bien qu'on a superposition des deux signaux. Le signal reconstruit à partir de l'harmonique 1, de l'harmonique 4 et de l'harmonique 39, et le signal fonction de base que l'on connaissait, qu'on pouvait représenter.
Si on comptait le nombre d'arches, je vous enjoins en fait à essayer de le faire, on retrouverait la période t sur 39. Comme ici, de la même manière, si on compte le nombre d'arches, on retrouve la période t sur 4. On obtient bon an mal an, ici, 4 oscillations. Donc on peut déduire la période t sur 4. On pourrait faire pareil ici. Deuxième exercice, où là, nous avons une puissance dépendante du temps, donc avec un coefficient P0 qui porte les unités, les watts ici, et une fonction mathématique rectangle qui comporte deux indications ici, en indice t, la période de cette fonction rectangle, et t sur 2. Alors que signifie le t et le t sur 2? Donc on vient de le dire, le t, grand T, c'est toujours la période, on utilise toujours la même notation. La fonction rectangle est d'amplitude 1 pour t appartenant à 0t sur 2 et 0 pour t appartenant à t sur 2t. Évidemment, on pourra trouver dans la littérature d'autres notations de cette fonction rectangle qui correspondent à des définitions différentes. Mais ici, on choisit cette définition relativement simple, hein, donc on peut la représenter. Je vous enjoins à la représenter sur un brouillon ou sur une lettre de cours pour bien visualiser pourquoi on l'appelle fonction rectangle. On peut l'appeler aussi fonction porte de temps en temps. On peut aussi, en anglais, avoir une fonction window qui est plus fenêtre. Donc le calcul des coefficients de Fourier complexe repose sur le calcul d'une intégrale. Ici, on n'a plus de fonction trigonométrique pour faire le même type de calcul que dans l'exercice 1, donc pour faire de l'identification. Donc on est obligé de calculer le coefficient Cn à partir en fait de l'intégrale. Puis ici, comme on a une définition de la fonction rectangle entre 0 et grand T, on va prendre C égale à 0, comme ça on intégrera entre 0 et T, là où on connaît la fonction rectangle. Donc, c'est la première étape, choisir C pour qu'il corresponde à ce dont on a besoin. Puis maintenant, il faut se lancer dans le calcul. Donc, l'argument de l'intégrale, c'est P0, cette fonction rectangle, qui va être nulle entre t sur 2 et grand T. Donc, on peut limiter la borne supérieure à t sur 2. Pour cet intervalle, 0 t sur 2, de par la définition de la fonction rectangle, la fonction vaut 1. Donc là, on reconnaît aussi l'exponentielle moins in oméga 0t, que pour l'instant, dont on ne s'est pas occupé. J'ai simplement ici sorti en facteur P0, donc on obtient le coefficient P0 sur t de cette intégrale. Et puis comme toute intégrale de fonction exponentielle, eh bien, il suffit de calculer la primitive de cette fonction et de prendre cette primitive en valeur des bornes de l'intégrale. On obtient donc ici P0, si on sort le moins in oméga 0, t fois exponentielle de moins in oméga 0t sur 2 moins exponentielle de 0. Alors, ce calcul mène oméga 0 et grand T. Ça ne pose pas de problème puisque vous connaissez la définition qui relie oméga 0 et grand T. Oméga 0, c'est 2π sur grand T. Donc ici et là, on va pouvoir simplifier les choses, simplifier les expressions. Donc, oméga 0 étant égal à 2π sur t, quand je multiplie par t grand T sur 2, eh bien, j'obtiens 2π sur 2. Donc, ça nous donne pi, qui est écrit ici. N reste, moins i reste, et puis, pour la valeur en 0, c'est l'exponentielle de 0. Vous savez bien que l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc on laisse toujours le même terme en facteur, sauf qu'on a à nouveau remplacé oméga 0 par 2π sur grand T, simplifié par grand T, donc il nous reste le 2π. Et bien c'est fini. Le calcul, l'intégrale est terminée, les coefficients Cn sont définis. On peut peut-être rajouter le fait que l'exponentielle de moins in pi, simplement moins 1 puissance n, c'est une expression plus simple. Et donc écrire P0 sur moins in de pi fois donc moins 1 à la puissance n, moins 1. Et bien évidemment, ces coefficients Cn ont la même dimension que le signal de puissance P de t, donc c'est-à-dire des watts. Alors, bien évidemment, on se rend compte, à partir de cette définition, qu'on a un dénominateur en n. Donc, ce calcul est visiblement non valable pour n égale à 0.
Donc il faut faire un calcul spécifique, c'est ce qui est quasiment toujours le cas pour le coefficient C0. Donc comment est défini le coefficient C0? C'est simplement la valeur moyenne du signal sur une période, on l'a déjà dit, mais calculons-le avec de l'intégrale. Donc vous avez 1 sur t, toujours ce coefficient, puis vous avez la fonction, signal de puissance, p de t, fois l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, encore une fois, c'est 1. Et donc se trouve à intégrer ici P0 fois la fonction rectangle, qui est évidemment nulle entre t sur 2 et grand T. Donc on peut limiter la borne supérieure à t sur 2, et il ne nous reste que P0, puisque la fonction rectangle sur 0, t sur 2 égale à 1. On a toujours la définition ici. Au-dessus. Donc là c'est facile de calculer cette intégrale, c'est l'intégrale d'une constante entre 0 et t sur 2, ça nous donne évidemment t sur 2 moins 0 fois P0, le t se simplifie avec le 1 sur t en coefficient devant, en facteur devant, et vous obtenez C0 égale P0 sur 2. Bien évidemment, watts. Donc on peut réécrire en fait le signal avec C0 égale P0 sur 2 watts, en vérifiant évidemment que C indice moins n, c'est le complexe conjugué de C indice n, que l'on a bien cette expression de P de t. Donc le produit de P0 fois la fonction rectangle de t sur le niveau O entre 0 et t sur 2, eh bien, s'écrit sous une forme, ici, qui peut paraître plus compliquée, d'une somme. A priori, moins l'infini à plus l'infini, bien évidemment pour n différent de 0, puisqu'il y a pas de dénominateur, et puis là on a sorti le terme correspondant à C0. Donc on a simplement repris le coefficient de la série de Fourier, et puis réécrit en fait l'exponentielle correspondante. Alors si on revient légèrement en arrière, on se rend compte à chaque fois qu'on avait dans l'argument de l'intégrale un moins, et puis ici dans l'expression de la série de Fourier un plus dans l'argument de l'exponentielle. Bien y faire attention. C'est une définition d'ailleurs parmi d'autres. Mais on va essayer de s'y tenir. Alors évidemment, l'exercice que vous pouvez produire là maintenant, c'est puisque vous avez les coefficients Cn que vous avez calculés, vous pouvez déduire à partir des formules qu'on a vues précédemment, les AN et les BN correspondants. Puis vous pouvez aussi, à partir des définitions des AN et BN, calculer directement les AN et BN, à partir des définitions intégrales. Et puis, comparer les deux, trouver la même chose, bien sûr. Voici les coefficients AN, BN, correspondants, avec A0, toujours cas particulier. On trouve bien des AN, BN qui sont des réels, on vérifiera bien que ce sont des coefficients réels, qui dépendent de n évidemment, qui s'expriment en watts. Il n'y a aucun problème. Donc il faut savoir calculer la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe, bien sûr. Et puis on fait la même représentation graphique que précédemment, donc avec l'exercice précédent, et on représente en fonction d'un nombre d'harmoniques important. Alors là on peut se rendre compte que si on prend un nombre d'harmoniques trop faible, en ayant posé à nouveau l'amplitude égale à 5 watts, la période égale à 1 seconde, il faut bien poser quelque chose de numérique pour faire une représentation, et bien si on prend un maximum d'harmoniques égal à 16, donc par exemple pour la série de Fourier complexe, on va de moins 16 à plus 16, on obtient cette forme bizarre, qui ne ressemble pas tellement à un rectangle, mais à un rectangle avec une sinusoïde superposée. Alors là aussi, si on comptait le nombre d'oscillations, on se rendrait compte qu'elle est proche de t sur 16 au niveau de la période, qui est donc ce qu'on appellera plus tard la coupure dans notre signal. On n'a pas pris toutes les harmoniques de moins l'infini à plus l'infini, on s'est limité de moins 16 à plus 16. Quand on augmente le nombre d'harmoniques, on va de moins 128 à 128, on obtient une forme un peu plus adoucie qui ressemble plus au rectangle auquel on s'attendait. Et puis bien évidemment, si on en prend 2048, donc on augmente, on tend vers l'infini, et bien on obtient une forme bien rectangulaire, de plus en plus rectangulaire, de moins en moins arrondie. Mais bien évidemment, mathématiquement, il vous faudrait un nombre infini d'harmoniques de manière à reconstituer correctement le signal. Merci de votre attention.